Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous du grand format de ce dimanche 12 janvier 2021. Dans les articulations de notre dominicale, nous ferons une immersion dans le milieu aviaire pour envisager les solutions alternatives aux antibiotiques utilisés dans l'alimentation des volailles. Un de nos compatriotes a focalisé les travaux de recherche de sa thèse de doctorat sur ces solutions alternatives et nous propose à la fin un ingrédient probiotique. C'est aussi bon pour la santé des volailles que pour celle des consommateurs. Dr Daouda Libanio est notre invité. Il est docteur en sciences aviaires au Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires. Il viendra nous dire de quoi cela retourne dans un instant. Plus loin, on parlera politique avec le PRD qui projette son congrès pour le week-end prochain. Nul doute que l'échéance des législatives de 2023 est déjà aux portes de cette formation politique qui a traversé moult péripéties ces 30 dernières années. En tout cas, on analyse et apprécie les contours de ce congrès avec François Ronsou. Il est le vice-président du parti du PRD, le Parti du Renouveau démocratique. François Ronsou prendra place par ici dans la seconde partie de cette émission. La première partie, bien entendu, est consacrée au journal, dont voici les principales articulations. L'actualité nationale avec les membres du GRAP, le groupe de réflexion alternative et perspective qui se sont prononcés dans le débat de la restitution des trésors royaux du Bénin. Le GRAP salue les prouesses et la diplomatie agissante du gouvernement. C'est à la faveur d'une conférence publique que ces universitaires ont fait connaître leur position. Christian Adandedjian nous vient avec plus de détails dès le début de ce journal. Et puis, cette cérémonie d'installation des membres du comité de relecture des tests fondamentaux des acteurs du monde des médias, c'était vendredi dernier à Cotonou. On découvre le visage des 9 membres du comité qui auront pour mission de faire des propositions qui permettent de relever les défis de la presse béninoise. À suivre également le compte-rendu de l'atelier de mobilisation des jeunes parlementaires autour de la vaccination contre la COVID-19. Le ministre de la Santé a échangé avec ces jeunes sur les stratégies de déploiement et les défis liés à la vaccination. Compte-rendu de Teddy à suivre avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. La restitution des trésors royaux du Bénin, toujours d'actualité. Le GRAP, le groupe de réflexion alternative et perspective, s'est invité dans le débat. Ceci à travers une conférence publique qui s'est tenue à l'université d'Abomey-Calavi hier samedi où plusieurs acteurs du monde universitaire se sont prononcés. Le GRAD qui salue les prouesses du gouvernement pour le retour des biens pense qu'il est encore possible de travailler pour le rapatriement des milliers d'autres œuvres encore présentes dans le patrimoine extérieur. Christian Adandedjian et Henri Ganti. L'acte de restitution de 26 trésors royaux du Bénin, pillés au 19e siècle par les troupes coloniales, est pour le GRAP un événement historique et une fierté nationale. Pratiquement un mois après le retour, le 10 novembre 2021 des biens, les membres du groupe de réflexion alternative et perspective revisitent cette histoire marquée par un immense parcours. Restituer les biens royaux aux propriétaires authentiques après 129 ans d'exploitation économique sans reddition de comptes n'est pas un acte de bravoure. Mais néanmoins, c'est un début. Ça montre que nous devons continuer davantage pour permettre l'éclosion de cette nouvelle richesse philosophique. Face à l'assistance constituée d'enseignants d'université, d'étudiants et d'amoureux d'histoire, le GRAP fait le croisement entre la culture et le droit au service du développement. Les communications retracent l'histoire de la spoliation des biens en Afrique, les stratégies qui ont conduit à la restitution des œuvres pour aboutir à la justice culturelle et patrimoniale du Bénin. Il y a d'abord l'hypothèque du développement culturel. Le Bénin aurait pu profiter de ces biens culturels, volés, spoliés, confisqués. Au nom de quoi? Au nom d'une puissance colonisatrice. Ces pays qui détiennent nos œuvres sont si intelligents que quand ils ont fini de nous voler, de piller, ils ont pris des tests qui bétonnent, si vous voulez, ces propriétés-là, au point de les déclarer biens inaliénables
est imprescriptible. Autre élément conceptuel qu'il faut analyser, c'est la réparation. Parce que tout à l'heure on a dit, il faut indemniser au-delà de ce que l'on a, de ce qui est aujourd'hui la restitution. Le GRAP salue les relations politiques et diplomatiques entre le Bénin et la France. Avec le retour d'une première vague des biens, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. De sa réflexion, il émet le vœu de voir se poursuivre la dynamique. Les biens culturels sont revenus au pays. Les âmes de ces biens se retrouvent désormais au Bénin. C'est qu'il y a un avenir. Cet avenir, c'est également la suite de la restitution. Tous les autres biens culturels qui sont à l'étranger doivent revenir avec toujours la manière douce, avec la compréhension, c'est certain. Les recommandations issues de cette conférence du GRAP vont être consignées dans un document qui sera transmis à l'autorité. Cette assise du 11 décembre est la dernière de l'année 2021 de ce groupe de réflexion tourné vers le développement et qui ouvre déjà de nouvelles perspectives sur 2021. La 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique, couplée avec la conférence triennale du Forum universitaire régional pour le renforcement des capacités en agriculture, a connu son épilogue ce week-end. Les travaux ont pris fin donc par une note de satisfaction dans le rang des participants et des organisateurs. C'était au Palais des Congrès de Cotonou, nous apprend Teddy Goudalo. Fin des travaux de la 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique et la conférence triennale du Forum universitaire régional pour le renforcement des capacités en agriculture. Du 6 au 10 décembre 2021 à Cotonou, les participants venus de plusieurs pays d'Afrique ont mené des réflexions sur l'opérationnalisation de l'enseignement supérieur pour l'innovation, l'industrialisation, l'inclusion, le développement économique et durable en Afrique. Nous avons eu droit à 4 grands événements, messieurs les ministres et participants. 3 sessions de formation de 8 jours, de 8 heures par jour, à la manière donc de RUFORUM, réunissant 40 à 90 participants. Cela a permis de discuter en particulier toutes les questions ayant trait à l'employabilité des jeunes, à travers comment nous structurer pour leur donner des compétences, comment nous structurer pour que le partenariat public-privé puisse leur être profitable. Comment nous structurer pour que nous aussi, nous puissions adapter nos enseignements à cet objectif noble. À cette cérémonie de clôture, 22 jeunes innovateurs africains sont célébrés. Des agriculteurs béninois se sont vus distinguer à travers un certificat de reconnaissance du RUFORUM. Les mérites de quelques enseignants-chercheurs du Bénin sont également reconnus à cette édition du RUFORUM qu'a abrité le Bénin grâce à la détermination du gouvernement. Les nominés d'aujourd'hui dans le monde universitaire, je parle des jeunes chercheurs et les étudiants, donnent l'assurance que nous sommes en train de semer sur un terreau fertile et l'Afrique grandira grâce au suivi et à l'encadrement que vous allez faire de ces jeunes. Quel que soit le champ qui constitue le programme d'un gouvernement, il y a toujours une possibilité de trouver des réponses au niveau de nos universités pour essayer de donner du contenu à la vision politique et des méthodes pratiques pour aller loin. C'est donc sur une note de satisfaction que se referme cette rencontre des universitaires et autorités à divers niveaux de l'Afrique. Le Bénin est le tout premier pays d'Afrique francophone qui a accueilli l'événement et les participants ont exprimé leur gratitude pour l'accueil reçu. Thank you very much. God bless you all. Toute autre chose maintenant avec le ministre de l'économie et des finances qui, en collaboration avec l'Union européenne, a restitué les conclusions préliminaires de la mission des experts sur l'identification et la formulation du nouveau programme d'appui budgétaire. Les discussions ont eu lieu vendredi à Zalaï, hôtel de Cotonou. On s'intéresse ici à l'ouverture des travaux avec Clément Tchadé.
C'est un atelier de restitution des conclusions préliminaires de la mission d'appui à l'identification et la formulation d'un nouveau programme d'appui budgétaire général de l'Union européenne au Bénin. Après les travaux de terrain effectués par les experts de l'Union européenne du 15 novembre au 10 décembre, ils se retrouvent ici à Azalaï Hotel pour faire le point des besoins essentiels devant enrichir le prochain programme en cours d'élaboration. Un programme axé sur la bonne gouvernance et le développement comme l'indique le contrat d'appui budgétaire. Une opération qui entend poursuivre les efforts pour l'amélioration de la gestion des finances publiques et la protection sociale. L'appui budgétaire, modalité d'aide fournie en tant que vecteur de changement pour répondre à 5 défis majeurs. Les premiers, c'est améliorer la gestion des finances publiques, la stabilité macroéconomique, une croissance durable et inclusive, lutter contre la corruption et la fraude. Le deuxième défi, c'est promouvoir les réformes sectorielles et améliorer la prestation des services par l'État. Le troisième, c'est appuyer la consolidation des États et la résilience pour répondre aux défis de développement. Quatrième, c'est améliorer la mobilisation des ressources financières nationales et donc réduire la dépendance aussi de l'aide extérieure. Et enfin, promouvoir les droits de l'homme, les valeurs démocratiques, les sociétés pacifiques et l'égalité entre les hommes et les femmes. Le représentant de l'Union européenne au Bénin se réjouit des efforts notables enregistrés par le Bénin en matière de bonne gouvernance et de protection sociale. La délégation veut donc poursuivre la coopération afin d'améliorer davantage les conditions de vie des populations. Au regard de l'ensemble de ces facteurs, on peut aisément affirmer que le contexte est plus que favorable à l'identification et à la formulation du prochain programme d'appui budgétaire général de l'Union européenne. Je voudrais donc saluer la mobilisation de la mission qui, à terme, devrait permettre de disposer d'un programme financier pour soutenir les différentes réformes du gouvernement pour les 5 prochaines années. Après 4 ans d'appui budgétaire au Bénin, l'Union européenne reconnaît l'impact sur les politiques publiques du pays. L'institution internationale espère même déjà de bons résultats au terme d'une évaluation en cours. Pour rappel, l'appui budgétaire est un moyen efficace d'appui aux politiques sectorielles afin de réduire les inégalités et impacter le développement. Lancement de la 5e campagne de promotion et de commercialisation du riz Made in Bénin. L'événement s'est déroulé vendredi dans la salle de conférence du ministère de l'Industrie et du Commerce. Occasion pour les acteurs et responsables du secteur de passer au peigne fin les mots qui minent la filière rizicole au Bénin. Retour maintenant sur les temps forts de la cérémonie avec Ulrich Gaba et Derung Pevi. Faire connaître le riz local produit au Bénin et montrer aux consommateurs les avantages de ce choix, c'est le sens que revêt cette campagne de promotion. Réunis dans cette salle de conférence, les différents acteurs du secteur évaluent la situation du riz béninois pour lui donner un coup de promotion sur le marché national et international. L'analyse du fonctionnement du marché montre une faible organisation sur la commercialisation. Pour remédier à cette situation, le gouvernement du président Patrice Talon met un accent particulier sur la valorisation des produits agricoles locaux. Mieux, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'attelle aux côtés des acteurs des filières pour la recherche de solutions aux multiples problèmes de mise en marché. Ayant compris à travers la crise alimentaire de 2008 que le riz est un produit hautement stratégique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le gouvernement accorde désormais une attention particulière à la filière rizicole, avec de sérieux investissements structurants en appui aux efforts laborieux des acteurs du secteur. Je vous exhorte à vous inscrire dans la vision du chef de l'État qui ambitionne que le Bénin soit autosuffisant en riz à l'horizon 2024 avec une production record de 1 million de tonnes par an. Depuis 5 ans, les acteurs redoublent d'ingéniosité pour faire connaître le riz produit et transformé au Bénin. Un riz riche en valeurs nutritives et qui regroupe plusieurs acteurs publics et privés. Cette 5e campagne de promotion et de commercialisation vient renforcer toutes les actions déjà entreprises dans le secteur.
Allez, on s'intéresse maintenant à notre corporation. Il y a eu installation des membres du comité de relecture des tests fondamentaux de l'Assemblée spéciale des 2 bureaux des unions professionnelles des médias de la Commission électorale autonome pour l'élection des professionnels des médias devant siéger au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication au nom des acteurs des médias du Bénin, de l'Observatoire également, de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias et de la maison des médias Thomas Meyassan. Ce comité de 9 membres a pour mission de faire des propositions qui permettront de relever les défis de la presse béninoise. On fait le point avec William Sanoussi. Voici installés les membres du comité de relecture des tests fondamentaux de l'Assemblée spéciale des 2 bureaux des unions des professionnels des médias du Bénin, de la Commission électorale autonome pour l'élection des professionnels des médias devant siéger à la RAC, CEARAC, de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, et de la Maison des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que le besoin de réforme aujourd'hui est très profond pour nos différentes associations et nos différentes structures, au regard même des réalités qui s'imposent aujourd'hui à notre monde et également à l'exercice même de notre profession. Je voudrais inviter les membres de ce comité à des réflexions très poussées en vue des propositions concrètes pour rendre nos différentes structures, l'Assemblée spéciale, nos structures techniques, la Maison des médias, l'ODEM, plus fortes et véritablement au service de tous les acteurs des médias. Je vous invite à des réflexions profondes pour rendre nos structures et instances performante et surtout très efficace. Cette cérémonie fait suite à la décision issue de la réunion extraordinaire du 20 octobre 2021, au cours de laquelle l'Assemblée spéciale a décidé du toilettage des tests de ces instances et structures. Pour le président du CNPA, elle marque le début d'une ère véritablement nouvelle pour la presse béninoise. Aujourd'hui est un grand jour pour la presse béninoise. Il ne s'agit pas de saper les bases de la maison, encore moins de faire mal. Il s'agit plutôt de faire tout simplement preuve de responsabilité et d'actualiser les 10 tests qui ont un certain âge pour en faire de bonnes fondations. De bonnes fondations qui répondent aux défis du temps et des temps nouveaux, à savoir, entre autres, la modernisation de notre presse, la crédibilité de notre presse, son financement hypothéqué et plongé complètement dans l'impasse, la gestion des associations, sans occulter le défi des défis, c'est-à-dire le passage au tout numérique. Le comité est composé de 9 membres, 3 du CNPA, 3 de l'UPMB et 3 experts, personnes ressources. Il travaillera en toute indépendance et liberté au dire des responsables. Il a donc ses coudées franches pour proposer au bout de 60 jours des tests qui intègrent le défi auquel l'Assemblée spéciale et les associations sont confrontées. Ces propositions feront par la suite objet d'une large concertation pour avoir l'avis des uns et des autres en vue véritablement d'arriver à faire les choses comme cela se doit et répondre aux besoins et aspirations des uns et des autres. Je sais que la tâche ne sera point facile. L'Assemblée spéciale des bureaux du CNPA et de l'UPMB compte sur les compétences et expériences des membres du comité pour avoir de bons projets. Elle les invite par ailleurs à faire preuve de disponibilité, de perspicacité, d'abnégation, d'échanges fructueux et de travail bien fait, gage des résultats attendus. Il faut dire que les personnes affectées dans le cadre du projet de construction des logements sociaux à Béyero, là c'est à Parakou, continuent de recevoir leur dédommagement. Le 3e lot, composé d'une 60aine d'expropriés, vient de recevoir leur chèque. La cérémonie de remise est présidée par le préfet Djibril Mama Sissé. Et cela a eu lieu le 9 décembre dernier à la salle des fêtes de la mairie de Parakou. C'était en présence du représentant du président de la commission d'expropriation des projets du programme du gouvernement et des bénéficiaires. Reportage Hilary Kabalo.
Ce geste consacre la remise de chèques au 3e lot de personnes affectées dans le cadre du projet de construction des logements sociaux de Beyeroa-Parakou. 63 au total. Ces bénéficiaires viennent s'ajouter à la liste des 2 premiers lots déjà pris en compte dans ce processus de dédommagement. Aujourd'hui, 9 décembre, nous allons remettre encore 63 chèques pour un montant de 57 758 827 francs. Je ne saurais terminer mon propos sans une fois encore saluer l'esprit citoyen et la patience des personnes affectées par le projet dans leur ensemble. Circonstance heureuse, selon le chef du 1er arrondissement de Parakou qui salue le gouvernement pour avoir joint l'acte à la promesse. Aujourd'hui, il est question de remettre des chèques aux personnes affectées par le projet. Donc, c'est une heureuse circonstance pour nous, surtout le fait de savoir que cette question épineuse est en train de trouver une solution. Les remerciements sont allés également à l'endroit des personnes affectées. Le préfet du Borgou, Jibril Maman Sissé, les félicite pour avoir eu la patience nécessaire pour l'aboutissement de ce projet novateur. Je voudrais vous en remercier et vous féliciter pour l'esprit de sacrifice et le patriotisme dont vous avez fait preuve, ainsi que votre disponibilité à collaborer avec la commission interministérielle et la mairie de Parakou pour faciliter l'aboutissement de ce projet phare de l'État. C'est le lieu de vous remercier également pour votre patience depuis le démarrage du processus et pendant le déroulement des travaux préliminaires. Notons que 129 autres chèques sont déjà établis et sont en cours de certification pour la prise en compte du reste des personnes affectées dans le cadre du projet. Atelier de mobilisation des jeunes parlementaires autour de la vaccination contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a échangé avec ces derniers sur les stratégies de développement et les défis liés à la vaccination. Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé était également aux travaux. On fait le point avec Teddy Goudalo. Chers jeunes parlementaires, Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, poursuit les actions entrant dans le cadre de la campagne de vaccination accélérée contre la Covid-19. En témoigne cette mobilisation et sensibilisation des jeunes parlementaires du Bénin. Le Bénin, à l'instar des pays de la sous-région et du monde, subit les affres de la dictature de ce fléau. Mais en même temps, nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses adéquates à ces affres. La vaccination contre la Covid-19 est un acte d'amour. Les vaccins contre la Covid-19 nous protègent et protègent nos proches. Venus de tous les départements du Bénin, ils sont entretenus sur les stratégies nationales du déploiement de la vaccination contre la Covid-19 et le respect des gestes barrières. Le rôle de ces jeunes parlementaires dans la réussite de la campagne de vaccination est également passé au peigne fin. Nous comptons beaucoup sur vous, les jeunes. Vous avez vu qu'avec le vaccin Pfizer, l'âge de vaccination a été abaissé à 12%. Raison de plus pour mobiliser les jeunes filles et les jeunes garçons pour se faire vacciner, le vaccin demeurant l'arme la plus efficiente pour pouvoir lutter contre cette maladie. Nous avons atteint déjà une couverture de 87% pour les agents de santé du secteur public et du secteur privé. Les sujets de plus de 60 ans n'ont pu être atteints que dans une proportion de 15%. Chers jeunes parlementaires, nous avons le devoir, l'obligation de protéger nos papis et nos mamies que nous aimons tant. La séance d'échange a permis aux jeunes parlementaires d'avoir une idée claire sur les défis liés à la campagne de vaccination. Et c'est le moment pour eux de rassurer le ministre de leur engagement dans la mobilisation sociale pour susciter l'adhésion de la jeunesse à la vaccination contre la Covid-19.
Voilà, c'est sur cette invite du ministre de la Santé à sortir massivement pour se faire vacciner contre la COVID-19 que nous mettons un point final à ce volet de l'information. On va poursuivre avec le ballet des invités. Tout à l'heure, on va faire venir par ici Daouda Libanio. Il est docteur en sciences aviaires. Avec lui, on va parler de ce procédé qui est une alternative aux antibiotiques utilisés dans l'alimentation des volailles. Docteur Daouda Libanio viendra nous en dire un peu plus dans un instant. Mais tout d'abord, voici le zapping. Un passage obligatoire aussi bien pour les passagers que pour les conducteurs de taxi. La conséquence immédiate de l'entrée en vigueur de la décision du préfet du littoral et du maire de la ville de Cotonou. Désormais, ces véhicules de transport en commun doivent s'arrêter ici sur ce site de Vaudière destiné à ceux qui proviennent des zones d'Abomey, Calavi, Lomé, Boyiko et environ. Ce n'est pas quelque chose qui est mal. Il a désengagé la circulation de la ville de Cotonou. Vous voyez, et c'est une bonne chose. J'apprécie bien le travail de mon maire, le maire de Cotonou. C'est un travail bien fait. Parce que si vous rentrez dans Tokwa maintenant, vous allez voir qu'on a au moins une belle vie. Je m'appelle Soglo Jacqueline. Je pars à fond. Le boulot de bus là, ça me va quoi. Vous étiez ici quand ils ont commencé Je suis ici. On filait les suies un à un. Et on criait. On criait, on fait comme ils ont vu quelque chose, ils ont en train de faire comme ils ont trouvé milliard quoi. Donc on est content quoi pour quitter. Et nous, moi je peux parce que ce que j'aime pas encore au courant correctement, je ne veux pas continuer pour aller dire que je vais aller Tokpa. Avant c'est là-bas, et à partir d'aujourd'hui, on nous sache. Et nous en venons jusqu'à ici maintenant. Alors, ici là, on m'avait dit, c'est provisoirement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va nous tous organiser pour aller mairie. Arrivé mairie, on va demander comment le mairie va nous y aider. Et toutes les femmes vont se occuper de leur place de vendre. Sinon, même le passager vient maintenant. Mi domo mi gbato ni me de pa sene bo zewa benefio e gba bene o parce hodido ko inda gbe da ya bo ina le na ache mana do ni ina no de ko pon facilement et marcher des bois. Ici sur le site de Vaudière, quels sont les types de véhicules, les types d'itinéraires qui sont concernés et comment est-ce que vous gérez les entrées et les sorties? Il ne doit pas nous amener sur le terrain en bousculement comme ça, sans terrasser le terrain là. Nous, on est en train de souffrir. C'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est le message que vous voulez envoyer? Ils n'ont qu'à faire tout possible, même si c'est une dimanche que l'embouteillage ne va pas, ça diminue un peu là. Ils n'ont qu'à amener Caterpillar ou bien damer, ils n'ont qu'à nous damer le terrain. Hein? À part ça, hein? Il n'y a pas les hangars que les passagers, quand ils vont venir, avant de rentrer dans les voitures, ils vont reposer d'abord. 2. Troisièmement, hein? Là où les gens vont trouver l'eau pour laver, il n'y a pas. Uriner, il n'y a pas. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans la brousse là. Bonale do hundevo, bonale kanhito, bonale do hundevo si foje, bonale tokpa. Kwa ka de to ome ya, kwa de bro to ome ya. Mi ka hu to mi lo nu sawe ya. Me ti lo nu sawe ya. Bo mi na do hu do so we ti bonale ya kilo kwa me. Aka yi me na fo si kwa.
C'est un site qu'on a habité et même s'il y a la pluie, on aura de problèmes. Mais nous comptons sur la force de nos autorités. Même le président de la République peut peut-être d'ici là, l'asphaltage, comment vous avez dit, l'asphaltage peut arriver vers nous. Alors tout à l'heure, je vous ai dit à l'entrée que normalement, souvent nos cobras font leur danse, mais on ne va pas faire la danse des cobras aujourd'hui. Les pitons aussi font leur danse, mais on ne va pas faire la danse des pitons aujourd'hui. Enfant du Bénin debout, jadi. Enfant du Bénin debout, jadi. Laissez. On s'y avec Ouadjad, t'année, c'est du vrai au prédisant, ces combats de croissant, à couler, si ceci, bassi, c'est si présent, il faut le donner à la tâche pour la pente du. Dans les enfants du Bénin debout, jadi à son appel, c'est aux années, son appel, c'est. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 1000 francs seulement. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partager des moments forts, pleins de rebondissements. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. T'es prêt pour qu'on profite de Noël ensemble? Amenez vos partenaires à accepter d'aller en médiation chaque fois que possible. La solution est gagnant-gagnant au regard des honoraires, des frais liés à la perte de temps, de la notoriété de votre entreprise et surtout de la préservation et de la pérennisation de vos affaires. Le GAMEC, Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, est votre partenaire pour le règlement à l'amiable de vos litiges commerciaux. Agir avant, c'est prévoir. Réagir après, c'est subir. Ne laissez pas les litiges vous affaiblir. Ayez le réflexe GAMEC. Pour toute information complémentaire, visitez notre site web www.gamec.bj ou appelez le 68 63 70 70 69 33 70 70 ou écrivez-nous à gamec@ccib.bj. Le GAMEC, c'est la confidentialité, la célérité et la confiance.
On en vient maintenant à notre invité de la semaine qui passe donc par Daouda Libanio. Daouda Libanio, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Canal 3 et sur grand format. Vous êtes docteur en sciences aviaires. Vous avez soutenu votre thèse de doctorat tout fraîchement, n'est-ce pas, à Lomé. Encore une fois, bienvenue. La thématique que vous avez développée, c'était effet d'un ingrédient probiotique SPSL sur les performances des pintades. En résumé, c'est une alternative que vous proposez pour les antibiotiques utilisés dans la consommation, sinon dans l'alimentation des volailles. De quoi s'agit-il exactement? Merci, M. Wahab. Avant de parler de ce sujet très pertinent et d'actualité, permettez-moi de remercier Canal 3 qui m'offre cette occasion pour pouvoir parler de ce sujet. C'est tout un plaisir. Merci. Et ces travaux de thèse se sont déroulés au Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires de l'Université de Lomé. C'est ça. C'est un centre qui se veut former les aviculteurs, former des étudiants pour pouvoir booster la production avicole. Donc, ces travaux de thèse ont été initiés dans le but de trouver des alternatives pour remplacer l'utilisation des antibiotiques dans l'alimentation des volailles. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans nos élevages, les antibiotiques sont utilisés de façon abusive et répétée pour pouvoir traiter les volailles et également pour pouvoir booster leur production. Donc, cette pratique a quand même des conséquences préjudiciables sur la santé de nous, les consommateurs. C'est ça. Ces antibiotiques utilisés sur les volailles. Sur les volailles. Parce qu'on note la présence des résidus d'antibiotiques dans les produits de volaille. Le lait, la viande, également les œufs. C'est ça. Des fois, nous tombons malades, nous allons à l'hôpital, nous prescrivons des antibiotiques, mais ça ne marche pas. Vu qu'il y a déjà une résistance qui s'est déjà développée dans notre organisme. Les batteries pour lesquelles on utilise ces antibiotiques deviennent résistantes du moins à ces antibiotiques. Oui. Donc, aujourd'hui, il est alors urgent de trouver des alternatives. Aujourd'hui, parmi les alternatives, on utilise les agents naturels, comme les probiotiques. Les probiotiques, aujourd'hui, suscitent beaucoup d'intérêt. Qu'appelle-t-on probiotiques? Les probiotiques, ce sont des bactéries non pathogènes. Et le plus souvent, c'est les bactéries lactiques, qui, une fois administrées à l'animal, ils renforcent la microflore intestinale et luttent contre les bactéries pathogènes, comme les salmonelles, les Escherichia coli. Donc, une fois que l'équilibre intestinal est rétabli, cela permet à l'animal de mieux exprimer ses performances, de gagner un gain de poids. Pour notre étude, nous avons mis au point un ingrédient qui a été préparé sur un paquet technologique. Et l'ingrédient s'est conçu de la farine de sorgho stabilisée à laquelle nous avions incorporé ces batteries lactiques. Donc c'est cet ingrédient que nous avions donné dans l'aliment des pintades, les pintades de chair comme les pintades locaux. Maintenant, c'est spécialement lié aux pintades, on ne peut pas les utiliser pour les poulets, les dindons et autres. Pour mes travaux de DEA, j'avais évalué l'effet de l'ingrédient sur les performances des lapins. Des lapins. Oui. Donc il y a un collègue qui a évalué l'effet de l'ingrédient. C'est ce même travail du DEA que vous avez développé au niveau de la thèse. Vous avez poursuivi au niveau de la thèse pour évaluer l'effet sur les pintades. Il y a un collègue qui a évalué l'effet sur les poulets de chair. Donc, les résultats que nous avions obtenus sont vraiment satisfaisants et ça peut valablement remplacer l'utilisation des antibiotiques. D'accord. L'utilisation, comment ça se fait concrètement? On administre ça à travers un vaccin ou bien on mélange ça juste dans les aliments des volailles? Merci, M. Wahab. L'ingrédient, on incorpore dans l'aliment des animaux à différentes doses. Comme c'est un probiotique, c'est à de faibles doses. Des doses de faibles doses, des autres de 0,50, 0,75, 1. La limite, on ne doit pas dépasser 3%. C'est ça. Donc, on a évalué l'effet sur les performances de croissance, sur le renforcement du système immunitaire, sur... on a évalué également l'effet antimicrobien de l'ingrédient. On a évalué l'effet pour voir si ça peut lutter contre les germes pathogènes comme les salmonelles, les Escherichia coli, les coliformes totaux. Donc, au vu de ces résultats, on a quand même constaté que les animaux qui ont été nourris
avec cet ingrédient, augmenter de gain de poids, ce qui est profitable pour l'éleveur. C'est ça. Donc, puisque la prochaine question que j'allais vous faire, c'était de savoir, est-ce que ce que vous proposez comme alternative aux antibiotiques, ça n'agit pas de façon négative sur le poids, n'est-ce pas, des volailles en question? Justement. Parce que le consommateur est intéressé beaucoup plus par le volume, pour ne pas dire le poids de l'animal qu'il achète. C'est le contraire. Les animaux ont un gain de poids élevé. Et également, la viande, c'est une viande salubre. Ouais. Vu que on n'a plus des résidus d'antibiotiques dans ces produits de volaille. D'accord. Donc, parce qu'on a également évalué la qualité microbiologique de la viande. Donc, aujourd'hui, nous, les travaux se poursuivent encore pour pouvoir évaluer d'autres paramètres. Même on a également évalué la rentabilité économique pour voir si l'éleveur l'utilise, est-ce que c'est vraiment rentable pour l'éleveur. D'accord. Est-ce que vos recherches ont porté également sur la conservation, la méthode de conservation de cet ingrédient que vous proposez? Merci, M. Wahab. Il faut dire que actuellement, il y a une durée de conservation du produit. C'est ça. Les conditions de conservation également. On peut le conserver à l'air libre. Ça peut faire 120 jours à l'air libre. D'accord. Oui, après production. Plus de 120 jours à l'air libre, c'est après production. Donc, donc les éleveurs peuvent facilement utiliser le produit. D'accord. Vous avez mis un mécanisme qui permette à ce que, désormais, une fois que votre travail a été validé, qu'on puisse s'en procurer. Comment procéder? Actuellement, comme je vous l'ai dit, des travaux sont encore en cours sur l'ingrédient. Oui. Mais les éleveurs peuvent se rapprocher de nous au niveau du laboratoire de recherche avicole et de socio-économie de la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Aoumé-Calavi. D'accord. Parce que nous sommes là, on peut les accueillir. On peut les accueillir s'ils ont besoin d'informations sur l'ingrédient. Et aussi les appuyer techniquement pour pouvoir booster leur production. Oui. Alors, quelles sont les recommandations pour vous qui êtes spécialiste de ce milieu avicole? Quelles sont les recommandations que vous avez à l'endroit des autres acteurs? Merci, M. Wahab. Et avant de faire les recommandations, il faut quand même dire ce qui se fait un peu. Oui. Il faut quand même féliciter le politique actuellement pour les efforts qu'ils ont fournis pour pouvoir booster la production. C'est également une occasion pour remercier l'interprofession des aviculteurs du Bénin. Oui. À ce niveau également, un grand travail est en train également d'être fait pour booster la filière. Pour les recommandations à l'endroit du politique, il faut aujourd'hui, il y a le véritable problème, c'est le coût élevé des ingrédients alimentaires entrant dans la composition des ingrédients de l'aliment des animaux. Il faut dire que le maïs et le sorgho, aujourd'hui, coûtent vraiment cher. Or, ces deux ingrédients sont les ingrédients phares dans l'alimentation des volailles. C'est ça. Donc, il faut penser à faire une production intensive pour permettre aux éleveurs d'en bénéficier. Il faut créer des unités de production d'aliments avicoles. Oui. Actuellement, au Bénin, je pense que il y a une seule personne qui le... Donc, il faut quand même qu'on accompagne les éleveurs pour avoir un aliment à moins de coût, pour pouvoir... Parce que l'alimentation représente 70% des charges dans un élevage. D'accord. On va retourner un peu en arrière. Qu'est-ce qui, au départ, n'est-ce pas, a pu justifier l'utilisation des antibiotiques dans l'alimentation des volailles? Comme je vous l'ai dit au début, les antibiotiques sont dirigés contre les maladies bactériennes. Bactériennes des animaux. Des volailles. Donc, c'est pour pouvoir traiter les animaux qu'on utilise les antibiotiques. Oui. Et aussi, d'autres l'utilisent aussi comme facteur de croissance. Pour avoir rapidement un gain de poids élevé, ils utilisent également les antibiotiques. D'accord. Or, vous voyez, cette pratique, un exemple, on dit, quand on utilise un antibiotique, on dit délai d'attente. On dit 5 jours au moins avant de consommer le produit de volaille. D'accord. Ce qui n'est pas souvent respecté dans nos élevages. On ne respecte pas le délai. Donc, il y a la présence de résidus dans ces produits de volaille. Donc, ce qui constitue un risque pour la santé du consommateur. Il y a également la dose, sans doute, de l'antibiotique injecté dans l'organisme de la volaille. De la volaille, oui. C'est ça. Donc, même aujourd'hui, en médecine humaine, on veut plus utiliser les antibiotiques.
C'est-à-dire que les études en sont arrivées à souligner le caractère quelque peu néfaste de ces antibiotiques. Surtout l'utilisation abusive. Oui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans nos élevages, il faut dire que les éleveurs utilisent beaucoup d'antibiotiques. D'accord. Parce que des fois, le problème alimentaire n'étant pas réglé, les animaux tombent malades. Oui. Donc, quand c'est comme ça, ils sont obligés de donner ad libitum de l'antibiotique pour pouvoir traiter les animaux, sans oublier les conséquences. D'accord. Pour votre thèse à l'OB, vous êtes reparti avec sans doute les acclamations du jury. Mais moi, je suis curieux de savoir comment vos recherches se sont déroulées. On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés. Bon, merci, monsieur Waha. Bon, vous savez, les travaux de thèse, ça a duré pratiquement 4 ans. 4 ans à Lomé. Et il faut dire que, bon, étant donné que c'est là que je remercie, pour remercier également le Centre d'excellence qui nous a accompagnés sur tous les plans pour que nous faisions ces travaux dans de meilleures conditions. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, les difficultés, partout il y en a. Et on a quand même fait l'effort de les surmonter. D'accord. Et avec les acteurs du monde universitaire, votre directeur de thèse, par exemple. Oui, c'est l'occasion pour moi de remercier le professeur Tonan Kokou de l'Université de Lomé. Il a beaucoup fait. C'est des gens qui ont créé la science. Oui. Également, je remercie le professeur Chrysosome Christophe de l'Université d'Abou Mekalavi, Bénin. Le professeur Ouronumbo Frédéric. Oui. Également, je tiens également à le remercier. C'est toute une équipe avec qui vous avez travaillé, n'est-ce pas, et qui ont, je dirais, salué votre travail. C'est ça. D'accord. Alors, docteur Daouda Libanio, c'est pratiquement la fin de nos échanges. Je voudrais que vous concluiez. Bon, j'ai un appel à lancer à nos éleveurs. Et je tiens à leur notifier que sur le terrain, il y a des experts en sciences aviaires, en aviculture, qui sont disponibles à les accompagner pour pouvoir booster la production. On a été formé par des experts venus du monde entier, de la Belgique, des Pays-Bas. Donc nous sommes outillés à les accompagner. Et nous-mêmes, en tant que jeunes producteurs, nous maîtrisons un peu la filière et nous pouvons également les accompagner. Donc nous sommes à leur disposition pour les accompagner 24 heures sur 24 heures. D'accord, c'est sûr que votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Merci beaucoup, Daouda Libanio. Je rappelle, vous êtes docteur en sciences aviaires. Vous avez soutenu fraîchement votre thèse de doctorat sur les effets d'un ingrédient probiotique, c'est SPSL, sur les performances des pintades. Merci d'être passé sur le grand format. Je vais vous accompagner avec un rideau publicitaire, mais avant, et sinon juste après vous, on va recevoir par ici Dr François Aronsou. Avec lui, on va parler de l'animation de la vie politique au niveau du parti PRD qui projette pour le 19 décembre prochain un congrès. À tout de suite. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sanlam lance une nouvelle offre d'assurance Sanlam Auto. Une nouvelle assurance auto sur mesure qui vous donne le choix entre 4 formules de pack selon vos besoins. Pack avantage, pack évolutif, pack confort et pack liberté. Sanlam. Vivez en toute confiance. Oser. Croire. Célébrer.
Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 1000 francs seulement. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire, Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partagez des moments forts, pleins de rebondissements C'est grandiose. et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, McNoël. Tout est prêt pour qu'on profite de Noël ensemble. Docteur François Ronsou, bonjour. Bonjour Ahab, bonjour à tous. Bienvenue sur le grand format. Votre parti, vous êtes d'ailleurs le vice-président du parti PRD, le Parti du Renouveau démocratique, n'est-ce pas? Vous voyez déjà 2023 à vos portes, puisque, entre autres choses, dans le respect de vos calendriers, vous envisagez pour les 18 et 19 décembre prochains un congrès. Vous qui êtes respectueux des gestes barrières, très rapidement, comment les choses vont se passer? Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez. Je dis que le week-end prochain, le PRD se retrouve statutairement pour son 5e congrès ordinaire. Ouais. Donc, il est dans le respect de nos tests fondamentaux. Nous organisons le week-end prochain, samedi et dimanche, le congrès ordinaire du parti. Donc, c'est une rencontre statutaire. Tous les 4 ans depuis 2017, qu'on a fixé que le congrès ordinaire, c'est tous les 4 ans. Donc, en décembre 2017, on a eu le 4e congrès. Donc, le 5e congrès aura lieu le week-end prochain à Porto Novo. D'accord, vous honorez pratiquement tous ces rendez-vous. Quelles sont les innovations de cette année? On a eu des innovations au 4e congrès en faisant parvenir au niveau de toutes les instances, depuis la base jusqu'au sommet, de quotas de 1 tiers pour les jeunes, 1 tiers pour les femmes, au niveau de toutes les instances, au niveau du bureau politique, comme au niveau de la direction exécutive nationale. Donc, c'est l'heure de faire le bilan de ces innovations, de faire le point de nos activités pendant ces 4 dernières années et de pouvoir vraiment actualiser nos tests conformément aux lois et codes en vigueur pour que nous puissions être vraiment en conformité avec les tests actuellement. Et là, en matière de comité scientifique, les commissions techniques sont au travail depuis des semaines après l'université de vacances. Et nous avons ces différentes commissions techniques qui vont s'occuper des statuts règlements intérieurs du parti, et surtout du programme, du projet de société et fondamentalement de prendre toutes les dispositions pour que notre ligne politique que nous avons suivie depuis, qu'on puisse vraiment faire le point et aller plus. D'accord. Alors, quelles sont les grandes décisions attendues de ce congrès? Vous savez, le congrès ordinaire, c'est un congrès statutaire. Ce n'est pas un congrès extraordinaire, ce n'est pas un conseil national pour lequel nous décidons d'y aller. Inutile donc d'attendre des décisions extraordinaires. Non, c'est un congrès statutaire où vous y allez pour toiletter vos tests, pour vous mettre en harmonie, en conformité avec et préparer l'avenir. Là, vous allez vous toucher, à cette occasion que vous touchez aux tests fondamentaux du parti, que vous touchez au statut et règlement intérieur, que vous voyez votre projet de société, que vous appréciez votre politique générale et stratégie électorale. C'est en ce moment-là que vous puissiez, vous arrivez à l'intérieur, vous restructurez, vous renouvelez les structures de base et les instances fêtières au niveau du parti. Donc, les responsabilités seront encore plus redistribuées depuis la base jusqu'au sommet. Donc, ne soyez pas là à imaginer. C'est lorsqu'on a des décisions très importantes à prendre sur un sujet pointu, on va en conseil national ou à un congrès extraordinaire. Le congrès ordinaire, c'est... Mais est-ce qu'à un congrès ordinaire, et s'il y a par exemple des décisions importantes, on ne puisse pas profiter de ce congrès ordinaire et prendre les décisions pointues face à ces sujets? Toutes les décisions importantes se prennent au niveau d'un congrès. Mais surtout un congrès ordinaire, on prend des décisions internes du parti pour que vous puissiez évoluer et se mettre en
conformité par rapport, après avoir fait 4 ou 5 ans, alors que chez nous, c'est 4 ans, tous les 4 ans que nous avons un congrès ordinaire. Là, vous faites le point et vous regardez, vous faites projeter vos perspectives. Et une des perspectives, c'est la remontada pour 2023. Pour 2023, qui n'est pas long. Comment vous vous préparez dans ce sens? Non, nous prenons toutes les dispositions. L'idéologie n'a pas changé. Hein? Pas du tout. L'idéologie n'a pas changé et nous prenons toutes les dispositions pour pouvoir occuper le terrain au niveau des 24 circonscriptions électorales, au niveau de toutes les communes, pour que nous puissions avoir des structures verticales et horizontales, dynamiques, au niveau de toutes les circonscriptions scolaires, toutes les circonscriptions électorales, pour que nous puissions être prêts avec les membres, les militants, les sympathisants, et pour que nous puissions gagner surtout au niveau des élections législatives 2023. Vous avez reproché au régime Talon, n'est-ce pas, de l'accompagner sans être remercié pour autant. Désormais, vous avez le portefeuille ministériel de la décentralisation. Quel est l'état d'âme au niveau du PRD, le bureau exécutif, de même que les militants? Vous savez, nous sommes dans le gouvernement et nous avons participé beaucoup à la conception de réforme du système partisan. Vous vous rappelez le discours du président de l'Assemblée nationale d'alors, le président Adrien Mbedi, le 15 juin 2015, qui avait prôné la réforme du système partisan, ce que le président Talon a eu à compter pour pouvoir permettre à notre système partisan d'évoluer et de permettre aussi... Vous ne reprochez rien à ce système, en tout cas dans sa mise en application à l'heure actuelle? Vous savez très bien que quand un système, quand une réforme à ses débuts, ça peut créer des difficultés. On l'améliore au fur et à mesure en apportant nos contributions pour que nous puissions aller de l'avant. Le Bénin avait besoin de cette réforme-là, du système partisan. Aujourd'hui aussi, comme on le fait, la réforme de la gouvernance locale au niveau de la décentralisation, de la déconcentration, c'est une réforme majeure aussi. Et nous avons en charge la mise en œuvre de cette réforme au niveau du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Et dans cette réforme, vous n'envisagez pas comme l'on a fait... Nous allons apporter notre contribution de façon claire et nette pour que nous puissions aller de l'avant. D'accord. Le PRD est resté silencieux sur ces questions qui fait le tour des réseaux sociaux, la fusion au niveau du PRD. Ce n'est toujours pas d'actualité à votre niveau? Non, ce n'est pas l'ordre du jour. Un congrès ordinaire, ce n'est pas notre préoccupation qui est à l'ordre du jour. On se préoccupe actuellement de toiletter nos tests et d'avancer. Oui, mais ça ne se mijote pas au sein même du parti. Il n'y a pas ceux qui Vous savez, les discussions peuvent se faire à tous les niveaux, à tout instant, mais on va se concentrer sur ce qui est à l'ordre du jour. D'accord. Le Bénin traverse ces périodes de tristesse avec les attaques djihadistes dans le nord du pays. Le PRD n'est pas resté silencieux face à ce désastre. Quelle est la réaction, la position? Nous avons sorti un communiqué de la direction exécutive nationale du parti pour vraiment présenter nos condoléances aux forces armées et surtout au peuple béninois parce que nous avons condamné cette attaque djihadiste et nous souhaitons voir de plus en plus la sécurité, parce que vous voyez, les stratégies de sécurité ne se discutent pas à la place publique. Donc nous soutenons fermement tout ce que le gouvernement fera pour pouvoir sécuriser nos frontières et sécuriser le pays. D'accord. On est en train de terminer une semaine avec des condamnations qui sont tombées pour Réki Amadougou et Joël Aïva. Vous êtes un parti qui soutient la mouvance, n'est-ce pas? Vous, pour ne pas dire vous êtes mouvancier, mais il y a l'opposition qui pointe du doigt les partis de la mouvance souhaitant qu'ils puissent intervenir de manière à ce que le chef de l'État, Patrice Talon, puisse avoir un œil dans cette affaire pour accorder la clémence qu'il faut. Quelle est votre position? Chaque parti fera ce qui est de son devoir et dans ce contexte et ça, laissez-nous le temps de bien maîtriser tous les contours du dossier et de soumettre à qui de droit. C'est trop frais pour vous. Je vous en prie, nous on est préoccupés actuellement par notre congrès. On se préoccupe absolument de ça. On a le temps, après le congrès, d'apporter nos propositions à qui de droit. Docteur François, votre mot de conclusion. Non, j'invite tous les congressistes à se préparer, à maîtriser nos tests fondamentaux et à pouvoir, au niveau des différents sites, être prêts à suivre, parce que c'est par visioconférence. 13 sites sont mobilisés à travers tout le pays, au niveau des circonscriptions électorales et au niveau de la diaspora, et surtout à être prêts aussi à nous suivre sur les canaux digitaux officiels au niveau de notre site web. Vous pouvez nous suivre
www.prdbenin.org. Au niveau de notre page Facebook, vous aussi nous suivre avec Parti du Renouveau démocratique officiel. Vous allez aussi facilement nous suivre sur notre chaîne YouTube. Et ça, c'est aussi très bien, PRD Bénin en live. Le rendez-vous est pris donc pour les 18 le et samedi 19. prochain, Oui. et surtout dimanche officiellement, pour que nous puissions vraiment relever le défi d'organiser en visioconférence le 5e congrès ordinaire du Parti de Renouveau démocratique. Docteur François Aronsou, merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le grand format. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Parti du Renouveau démocratique et avec vous, on a parlé des contours de ce congrès que vous organisez les samedis et 18 décembre prochain. Je vais vous accompagner avec la revue de presse hebdomadaire signée Narcisse Arons. Narcisse, alors c'est le temps d'installer par ici Dieudonné Katakula qui est directeur de publication du quotidien Le Matin. Bonjour à toutes et à tous. Joël Aïvo, condamné à 10 ans de prison ferme. C'est le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire complot contre la sûreté de l'État et blanchiment d'argent. L'information a fait la une de tous les journaux parus cette semaine. Le quotidien matinal précise qu'en plus des 10 ans de prison ferme, l'universitaire est condamné à verser 45 millions de francs CFA au trésor public. Une peine qui concerne lui et ses co-accusés, ajoute la publication. Le quotidien Fraternité, lui, nous renseigne que les membres de la Cour ont blanchi son comptable Alain Nyolonfon. C'est un procès historique qui, selon le journal, a réuni plus d'une dizaine d'avocats. À en croire Fraternité, qui nous rend compte de ce procès, la question liée à la provenance des ressources financières du principal accusé a été au cœur des débats. Sur le sujet, Joël Aïvo n'est pas allé par 4 chemins pour justifier la provenance des fonds de sa caution électorale. Pour lui, poursuit le journal, être professeur de droit n'est pas synonyme d'être incapable de payer une caution de 50 millions de francs CFA, d'autant plus qu'il exécute des consultations à l'international et qu'il bénéficie du soutien de ses amis et proches. Et même condamné à 10 ans de prison, plus 45 millions de francs CFA d'amende, le professeur Joël Aïvo pourrait retrouver la liberté, croit savoir le quotidien Matin Libre. Il suffit pour cela, poursuit mon confrère, que le chef de l'État décide de lui accorder sa grâce. Et à Matin Libre de rappeler qu'au cours de sa rencontre avec Patrice Talon, l'ex-président Boni Yayi avait exprimé le vœu de voir libérer de prison pour une décrispation de la situation politique nationale les personnes arrêtées dans le cadre de la présidentielle 2021. Depuis lors, beaucoup de personnes ont retrouvé leur liberté, en l'occurrence l'ancien ministre Jean-Alessandre Hontondi, Joseph Tameyon et bien d'autres. Mais pour ce qui concerne le cas de Rekia Madougou et de Joël Aïvo, souligne le journal, les juristes avaient évoqué le fait qu'il ne peut y avoir de grâce présidentielle sans condamnation. Et parlant de Rekia Madougou, les journaux nous informent de la reprise de son procès cette semaine à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le quotidien La Boussole précise que le procès a lieu à la salle rouge de la Criette. 10 avocats vont défendre la candidate recalée à la dernière présidentielle au Bénin, ajoute la publication. Toujours dans l'actualité cette semaine, la loi de finances exercice 2022. Elle a été votée jeudi dernier à l'Assemblée nationale, informent les journaux. Le montant, 2 541,203 milliards de francs CFA. Le quotidien Fraternité s'est essayé à une comparaison avec le budget de 2021 qui s'élevait à 2 985,40 milliards de francs CFA et trouve qu'il y a une baisse de 14,87%. En tout cas, qu'il y ait baisse ou pas, les députés donnent carte blanche à l'exécutif, pointe le quotidien La Cloche dans sa livraison de vendredi. Un avis que semble partager le quotidien Matinal. En votant le budget général de l'État, gestion 2022, écrit mon confrère, le Parlement donne son quitus pour l'amorce du PAG2. Le même sujet fait le gros titre de la Tribune de la Capitale dans sa livraison de vendredi. Et pour le journal, le vote de cette loi de finances exercice 2022 est passé comme une lettre à la poste. Plus loin, la publication décrit les circonstances de ce vote et nous apprend que la fumée blanche est sortie de l'hémicycle un peu avant 15h jeudi dernier. 14h48 précise la Tribune de la Capitale. Le quotidien Fraternité aussi va dans les détails et nous renseigne que tout s'est déroulé en présence du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani.
À en croire ce dernier, cité par Fraternité, les dépenses d'investissement pour 2022 affichent 812 milliards de francs CFA avec 87 programmes budgétaires dont 279 actions et 1961 activités pour 15 dotations. Commentaire de Nord-Sud Quotidien, le social est priorisé dans le budget général de l'État, gestion 2022, adopté jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Dans la suite, cette semaine, le lendemain des 2 attaques terroristes essuyées par le Bénin la semaine dernière, le quotidien matinal nous apprend qu'il y a eu de vives condamnations contre ces attaques. Face à la gravité de la situation, les réactions d'indignation pleuvent de toutes parts, commente La Nation. Le quotidien du service public précise qu'à Porto Novo, les députés ont fait part de leur colère et se disent prêts à contribuer sans répit à une lutte implacable contre l'extrémisme violent. Commentaire du quotidien Fraternité, les députés favorables à la traque des auteurs. Toujours dans la suite cette semaine, santé. Les journaux donnent l'alerte sur un cas d'épidémie de choléra au nord du Bénin. À Tchaourou, indique le journal Le Potentiel dans sa parution de vendredi, cette épidémie a fait plusieurs morts. Nord-Sud Quotidien précise que le bilan actuel fait état de 4 victimes. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Voilà, revue de presse hebdomadaire signée Nassissa à l'Océan. On va commenter maintenant entre confrères l'actualité nationale. Dieudonné Katakula, bonjour. Bonjour, cher Bienvenue confrère. dans le grand format. Vous êtes directeur de publication du quotidien Le Matin. Encore une fois, bienvenue. Comment vous avez accueilli ces informations, ces sujets d'actualité, vous, à votre niveau, au niveau du quotidien Le Matin? Je veux commencer par ces attaques terroristes dans le Nord Bénin. Bon, je crois que c'est chez nous, enfin, en condamnant ces attaques, bien sûr, parce que nous sommes des citoyens béninois et ce qui nous unit en tant qu'État, déjà, c'est le territoire, l'intégrité physique du territoire. Et donc, lorsqu'on en vient à voir des compatriotes être tués par des gens dont on connaît très peu l'agenda ou des gens qui tuent au nom de je ne sais quoi, et qui s'en prennent au pays pour semer la terreur, pour semer la violence et pour semer la peur, ce n'est que des condamnations qu'on peut adresser à ces gens de personnes. Et donc, pour nous, dans notre journal, nous avons relayé l'information, ce qui s'est passé. Mais au-delà de tout, je crois que en tant que médias, nous devons nous associer aujourd'hui aux autorités pour commencer un travail. Vous savez, la menace terroriste est une menace qui détruit et qui déstructure les États. Et pour pouvoir y arriver, c'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte. Parce que ce ne sont plus des armées conventionnelles qui s'établissent sur des lignes de front où l'autre armée ou la partie qui est attaquée peut aller attaquer, faire un combat et remporter la victoire et rentrer. Non, ce sont des gens qui arrivent à se faufiler au sein de la population. Ils vivent dans les mêmes maisons que nous, ils vont dans les mêmes églises, on va dans la même mosquée, on fait tout ensemble. Mais on ignore qu'ils sont mal intentionnés. On ignore qu'ils sont mal intentionnés, on ignore même qu'ils sont déjà radicalisés, on ignore même qu'ils sont déjà prêts à passer à l'acte. Donc c'est délicat et pour toutes les armées du monde ou bien pour tous les États du monde, c'est vraiment délicat. Vous voyez au Burkina, ça frappe tous les jours. Même en Europe, en France, Bataclan et l'avenue des promenades à Nice avec les gens qui ont pris voiture. Donc, vous voyez, c'est terrible parce que vous n'avez pas les gens devant vous. Parce que ce sont des gens que vous soupçonnez très peu, ils sont dans la population et autres. Donc, c'est le moment que tout le monde s'y mette, les médias, l'État central, pour pouvoir commencer à faire un travail au niveau des populations, pour que la sensibilisation, c'est ça, parce qu'il y a nécessité d'amener la population à prendre conscience du danger que constituent ces attaquants.
Voilà, c'est-à-dire il y a nécessité de prendre conscience de ça pour que lorsque quelqu'un qui n'a pas l'habitude de rester dans un quartier vient et débarque dans les quartiers, que des gens, des propriétaires leur louent des maisons sans chercher à savoir qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font et quelles sont leurs intentions. Et les gens vont et viennent, ils sortent, ils n'ont aucune information, ils ne renseignent même pas. Donc la police ou les forces armées ne sont pas dans chaque ménage, dans chaque concession. Et donc c'est chaque Béninois, chaque citoyen, chaque résident sur le territoire béninois qui doit constituer les yeux et les oreilles des forces de défense et de sécurité afin de leur permettre d'avoir l'information. Et il ne s'agit pas de faire des dénonciations calomnieuses ou de dire qu'on collabore avec la police contre quelqu'un. Non, chaque Béninois est responsable de la sécurité du pays. Parce que, regardez, nous avons des kilomètres de frontières avec ces États qui sont aujourd'hui attaqués. Et donc, pour contrôler toute cette bande de frontières, c'est difficile. Et même là encore, lorsque les gens arrivent à se faufiler, ils sont habillés, ils ne sont pas armés, ils arrivent à avoir des papiers, ils rentrent dans la population, ils vivent sur le même territoire que nous. Et donc après, on ne se rend pas compte du moment où ils décident de passer à l'attaque. Donc chaque citoyen doit pouvoir veiller et renseigner les autorités pour que on puisse vraiment essayer de lutter contre cela. Parce que quoi, les gens, ils ont une ambition territoriale illimitée. Les gens veulent aujourd'hui, comme le désert est un peu difficile, pour eux, avec toutes les forces étrangères qui sont concentrées aujourd'hui dans le combat contre ces groupes djihadistes au niveau du désert, au niveau des pays sahéliens et autres, je vois que c'est des gens aujourd'hui qui ont des ambitions d'avoir accès à la façade maritime des pays côtiers. Et donc, pour ça, ils commencent à attaquer vraiment les pays côtiers qui étaient jusque-là épargnés par ce terrorisme qu'on voyait seulement dans les pays sahéliens. D'accord, vous n'êtes pas psychologue, mais j'ai bien envie de vous demander qu'est-ce qui peut amener des êtres humains comme nous, n'est-ce pas, à être animés par cet esprit de faire couler le sang, de semer la terreur pour pratiquement un rien du tout? C'est-à-dire s'attaquer à des innocentes populations et verser le sang. Moi, je crois que c'est inexplicable. C'est inexplicable, mais il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Vous savez, des gens mettent par exemple en avant une certaine religion, où les gens se radicalisent et sont convaincus que tous ceux qui ne font pas, qui n'adorent pas le même Dieu, que tous ceux-là sont des mécréants, tous ceux-là sont des diables sur la terre qu'il faut éliminer et éradiquer afin de rendre propre la terre et que la terre appartient juste à ceux qui adorent le même Dieu qu'eux. Il y en a aussi que, vous voyez, nos États, quand vous prenez tout le Sahel aujourd'hui, les pays attaqués, le Niger, le Mali, le Burkina et autres, même un État comme le Bénin, nous avons des problèmes au niveau de nos frontières. Il y a un développement qui n'est pas équilibré des régions. Donc les politiques de développement des États se concentrent au niveau des grands centres urbains et les populations qui sont au niveau de certaines régions sont défavorisées. Les jeunes, ils vont à l'école et ils n'ont pas d'emploi. Certains jeunes, l'agriculture aujourd'hui, ça ne donne pas parce qu'il n'y a pas une organisation et vraiment qui permette aux gens de jouir de ce qu'ils font. Alors, lorsque les gens ont ce sentiment d'abandon, ce sentiment de choses, ils cèdent vite au discours fondamentaliste de gens qui viennent, qui leur promettent si elle était quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui n'a pas quelque chose à manger, qui mange difficilement, et qu'un bienfaiteur débarque et commence à lui payer un salaire, commence à lui permettre de nourrir ses enfants, de soigner ces choses-là. Il voit en lui son Dieu. Et donc, petit à petit, celui-là commence à lui faire un lavage de cerveau. Et lorsqu'il veut passer à l'âme, lui-même ne se rend même pas encore compte qu'il est déjà... il s'est déjà radicalisé. Il est déjà initié. Donc, c'est ça. Donc, ça dit quoi? Premièrement, nous pouvons combattre ce phénomène au niveau des États, pas déjà la mise en place de politiques de développement équilibré des territoires qui permettent que chaque citoyen ou qui réside sur le territoire puisse quand même travailler et jouir de ce qu'il fait. Et qu'ils ne se sentent pas déshérités. Lorsqu'il manque des écoles, lorsqu'il manque des centres de santé, ou lorsque les fonctionnaires qu'on envoie dans certaines zones, au lieu d'aider, de faire de rendre le service public, en viennent à terroriser parfois même les populations locales, ou lorsque sur des territoires, l'État est quasiment absent, il y a de quoi que ces fondamentalistes viennent prêcher à nos trous. Vous voyez par exemple le cas de Poga, où il y a une large bande qui sépare le Bénin et le Burkina, qui n'est ni administré par le Bénin, qui n'est ni administré par le Burkina, et donc qui est un espace litigieux entre les deux États. Et certains veulent se faire mettre de ces lieux. Certains veulent se faire mettre de ces lieux. Donc, il y a lieu que les deux États, le Bénin et le Burkina, s'asseyent. C'est vrai que le Burkina aujourd'hui est confronté au terrorisme sur
plusieurs points de son territoire et n'arrive pas à regarder de ce côté. Mais je crois qu'à un moment donné, l'État béninois doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et j'ai dit des choses, peut-être que c'est des bêtises, on peut dire que je dis des bêtises. Si le Burkina ne veut pas prendre ses responsabilités, peut-être aller annexer le territoire pour pouvoir assurer la sécurité intérieure du peuple béninois. C'est sûr que la partie béninoise trouvera la formule qu'il faut, la diplomatie. La diplomatie, oui, mais il est de la responsabilité de l'État béninois de pouvoir assurer la sécurité de ses concitoyens. Et s'il faut aller agir, même à l'extérieur des frontières du Bénin, pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens béninois, c'est l'engagement que les dirigeants ont pris. Ils ont pris l'engagement, le serment de pouvoir protéger les Béninois partout où besoin sera. Même dans la prestation de serment du chef de l'État, la Constitution prévoit l'intégrité du territoire national. L'intégrité du territoire national. Donc je crois qu'il va falloir négocier avec eux pour que il faut aller vite pour ne pas laisser vraiment ces gens-là venir s'asseoir chez nous. Parce que quand ils s'asseyent, c'est très difficile de les déloger. Vous avez vu l'Algérie des années 90 avec le terrorisme qui a presque décimé le pays. Et ça n'a pas été facile pour eux avant qu'ils ne viennent à bout de ces... Le Burkina emploie ça là, le Niger, le Mali, on ne sait pas quand est-ce que ça va. Donc, il faut que l'État béninois mette les gros moyens pour pouvoir étouffer dans l'œuvre ces velléités-là. C'est visiblement une réalité qui met en difficulté bien d'États de la sous-région. On va aborder un autre sujet, Dieudonné Katakula. Je veux faire référence maintenant à ces condamnations qu'on a enregistrées cette semaine-ci. Le professeur Joël Aïvo qui s'en sort avec 10 ans d'emprisonnement ferme, Rekia Madougou, 20 ans de réclusion criminelle. Comment vous avez accueilli ces nouvelles, ces informations? Avec étonnement. C'est vrai que notre rôle n'est pas de critiquer la justice. Et il est encore trop tôt aussi pour voir les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Et donc, on fait confiance à ceux qui, aujourd'hui, ont décidé d'appliquer ces peines à l'encontre de ces deux personnalités accusées quand même de faits graves. Et nous, le sujet précédent parlait du terrorisme. Et nous savons ce que le terrorisme cause. Et donc, si ces accusations sont avérées et qu'une cour arrive à prouver, arrive à établir une logique dans les faits reprochés aux gens, ça veut dire qu'il y a bien de raisons de les condamner. Mais il est trop tôt de pouvoir opiner parce que les condamnés ont encore la possibilité de faire des recours. Heureusement que la Cour de répression des infractions financières économiques et du terrorisme, heureusement que la loi a permis aujourd'hui d'avoir un double degré de juridiction. C'est ce qu'on reprochait à cette Cour. Il y a aujourd'hui le second degré de juridiction. Et donc pour moi, nous devons attendre que les condamnés puissent épuiser toutes ces voies de recours, si tel est leur vœu, bien sûr, qu'ils puissent épuiser toutes ces voies de recours et qu'à la fin, on voit ce qui va se permettre. Ce qui est sûr, je crois que la Cour est en train de donner un exemple pour dire, lorsque vous êtes un Béninois ou qui que vous soyez, si vous complotez pour porter atteinte à la sûreté intérieure de l'État, pour pouvoir semer la violence, pour pouvoir semer la terreur et la peur, on ne concédera, il n'y aura pas de pardon pour cela. Et donc, à partir de cette décision de justice, même les djihadistes aujourd'hui qui attaquent le pays savent que c'est un message qu'on leur envoie pour dire, lorsqu'on va mettre la main sur eux, ce serait impitoyable. Ce serait sans état d'âme. Voilà. Alors, il y en a qui souhaitent que le chef de l'État, le président Patrice Talon, puisse regarder la chicotte et regarder l'enfant, comme on le dit, enfant uniquement bas pour qu'on vit. Donc, comment vous percevez ceux-là le message de ceux-là qui souhaitent que le président Patrice Talon puisse regarder, jouer de tout son poids à l'effet donc de soulager tous ses compatriotes condamnés? Vous savez, tous les Béninois sont égaux devant la loi. Et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, chaque jour ou chaque semaine, tient des audiences et beaucoup de gens sont condamnés pour des faits liés au terrorisme, liés aux infractions économiques, liés au blanchiment et autres. Et donc, moi, je me dis, je ne suis pas dans la posture où on regarde la qualité des gens qui sont devant la justice. Vous savez, M. Wahab, si vous et moi, la loi dit que si nous tombons dans les travers et qu'on applique la loi,
je ne vois pas pourquoi, lorsqu'on va vous appliquer la loi à vous, qu'on demande que la loi soit commiée, la peine soit commiée ou qu'on vous gracie. Donc pour moi, inviter le chef de l'État à gracier, c'est comme si... c'est encourager d'autres personnes tapis dans l'ombre à poursuivre dans ce mauvais chemin. Non, c'est ne pas respecter l'égalité des Béninois. C'est-à-dire nous sommes tous égaux devant la loi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont aussi en prison aujourd'hui. Envoyés en prison par cette même cour. Et donc, pourquoi on va gracier certains et laisser d'autres? C'est vrai que les deux personnalités aujourd'hui en cause ne sont pas des moines, ils ne sont pas monsieur, madame, tout le monde. Ils sont des politiciens, des figures bien connues, l'un professeur d'université, l'autre ancien ministre. Et donc, vu leur statut, vu leur précédent en qualité d'intellectuel ou de personnes ayant servi ce pays, on peut être amené à demander que le chef de l'État puisse être usé de son droit de grâce pour pouvoir les aider. Mais pour moi, cela aussi appelle à autre chose. Que le chef de l'État s'ingère dans les affaires de justice. Même si la Constitution lui donne droit et qu'il y a une décision qui est prononcée, moi j'aurais aimé que les voies de recours légales soient utilisées par les condamnés. Rien ne dit que si lorsque on ira au second degré de jugement, que peut-être ceux qui seront condamnés, rien ne le prouve parce que les autres vont analyser la procédure, ils vont regarder tout. Et s'ils trouvent que les juges en première instance ont été trop forts, ils peuvent réduire les peines ou même les acquitter. Donc pour moi, le truc, ce qui est urgent aujourd'hui, c'est que les condamnés puissent faire recours à ce deuxième degré de juridiction, si tel est leur vœu et si tant est que ils se disent qu'ils n'ont rien à se reprocher et qu'ils peut-être ils sont condamnés à tort, s'ils le disent, ils n'ont qu'à saisir les voies de recours qui sont faits. Inviter le chef de l'État peut-être influencer, je dirais, le verdict qu'on connaît déjà, c'est-à-dire demander une loi d'amnistie au Parlement ou bien prendre une décision de grâce à l'endroit de ces accusés, c'est malvenu selon vous? Pour l'instant, ça peut venir parce que vous savez, les deux personnalités sont des gens qui étaient de potentiels candidats à la dernière élection présidentielle. Et donc, ça dépend de l'évolution de comment le président voit que le pays est plus ou moins calme pour lui ou autre. S'il pense que en prenant une loi d'amnistie ou en proposant une loi d'amnistie, ça peut aider le pays à continuer à évoluer. C'est de sa responsabilité de faire évoluer aussi le pays, de faire fonctionner correctement les institutions. Donc, c'est à lui de juger de l'opportunité. La Constitution lui donne droit. Mais pour l'instant, pour moi, dans le feu de l'action, tout de suite là où nous sommes maintenant là, c'est pas évident qu'il puisse prendre cette décision. On va attendre peut-être les grandes annonces. Il a un discours à faire, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse parler de ça dans son discours de fin d'année. Et peut-être on va voir les grandes annonces de l'année prochaine, en août, peut-être le discours c'est sans doute le message du chef de l'État qui va susciter assez d'attention. Assez d'attention. Mais pour moi, c'est qu'il faut laisser les voies de recours s'épuiser d'abord. D'accord, on n'a plus assez de temps, mais je voudrais prendre votre avis sur quelques grands chantiers annoncés dans le budget de l'État exercice 2022. Vous n'êtes pas sans savoir que les députés à l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité ce projet. Sur quel aspect vous avez été frappé après avoir parcouru ce grand document? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Les ministères sectoriels sont passés. Surtout le ministère des Transports avec tout ce qu'ils ont annoncé, le ministère des Affaires sociales, beaucoup de choses ont été annoncées. Le ministère du cadre de vie également. Voilà, beaucoup de chantiers, on ne va pas se mettre à citer tout ça. Mais globalement, je vois que c'est un budget qui est ambitieux et en même temps trop optimiste selon moi parce qu'il table sur une croissance de 7% pour l'année de 2022 dans un contexte où nous voyons que beaucoup d'économies ont des problèmes avec la Covid-19 et la fermeture des frontières, le blocage, le système de transport international qui est grippé au niveau du mouvement des gens. Donc, c'est un peu ambitieux et donc ça témoigne de la volonté du gouvernement vraiment de faire les choses. Aussi, c'est un budget quand même, comme il a dit, hautement social parce que la part des investissements ou des dépenses consacrées par rapport
au social s'établissent à près de 850 millions de francs CFA sur les 2000 et quelques milliards de budget. Donc, c'est aussi important. C'est aussi important. Et donc, pour moi, c'est l'ambition que moi je salue. C'est l'ambition que je salue. Et on va observer la mise en œuvre. Mais au-delà des chiffres, c'est-à-dire que je vois qu'avec ce gouvernement et le Parlement, maintenant, les choses vont vite. Certains disent que les choses vont très vite même. Mais vous voyez, on est habitué à attendre les derniers moments, le 31 décembre, le 29 décembre, pour voir l'Assemblée se réunir et voter le budget avec tous les marchandages que cela suscite. Des députés qui parfois bloqués, amener le chef de l'État à prendre une ordonnance. À prendre une ordonnance pour le 12e. Vous voyez donc, tout ça là, c'était de la comédie qui nous créait des stress pour rien. Et donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui prend ses responsabilités, qui envoie très vite les projets de budget pour études à l'Assemblée et qu'avant la fin de l'année, le budget est voté. Et tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Les administrateurs, les différentes directions, les différents ministères savent ce qu'il faut faire pour qu'à partir du 1er janvier, déjà, on se mette au travail au lieu d'attendre qu'on prenne une ordonnance, qu'on attende et qu'après, donc moi, c'est ce que je salue. Donc, c'est un budget très ambitieux et qui consacre aujourd'hui la transition du programme d'action de gouvernement version le premier mandat et le PAG2, ça consacre la transition. Et donc, on va voir son exécution, on va prier qu'ils puissent vraiment trouver les moyens parce qu'un budget, ce n'est pas de l'argent qu'on a déposé déjà sur un compte. C'est pas du tout. Voilà, donc c'est comme une expression de besoin et de dépenses. Donc, on se dit on va faire telle recette et qu'on va pouvoir faire telle dépense. Or, si on ne fait pas les recettes, on ne peut pas faire les dépenses. D'accord. Dieudonné Katakula, merci d'être passé par ici. Je rappelle, vous êtes directeur de publication du quotidien Le Matinal. Avec vous, on apprécie le matin, j'allais dire. Directeur de publication du quotidien Le Matin. Avec vous, on a analysé entre confrères l'actualité nationale. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt. Et très bientôt, ce serait demain lundi. Ensemble, on va feuilleter les parutions du jour sur Actu Matin. Allez, portez-vous bien.